Pourquoi l'emprise grandissante de Vincent Bolloré sur le cinéma inquiète les professionnels du 7e art en plein festival de Cannes, France Info. Construisons ensemble un mouvement capable de défendre notre indépendance et la possibilité de créer, de diffuser et de programmer librement. En plein festival de Cannes, quelques 600 professionnels du cinéma ont signé, lundi 11 mai, une tribune publiée dans Libération, pour dénoncer l'emprise grandissante de Vincent Bolloré sur le cinéma. À travers ce texte, des acteurs comme Swan Arlo ou Juliette Binoche s'alarment de l'intention du groupe Canal, dont le milliardaire ultra-conservateur est l'actionnaire de référence, de mettre la main sur UGC, le troisième plus grand réseau de salles de cinéma françaises. Ce projet inquiète le monde du 7e art, depuis qu'à l'automne Canal a officialisé le rachat d'une partie du capital d'UGC, à hauteur de 34, avec l'ambition d'acquérir 100 des parts d'ici à 2028. Le président du directoire de Canal, Maxime Saada, a réagi à cette tribune, dimanche 17 mai, lors d'une prise de parole en marge du Festival de Cannes. J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition, a-t-il lancé, cité par l'AFP et le Film français. Dans une réaction transmise à l'AFP, le collectif Zappé Bolloré, associé à la tribune, affirme que la menace brandie par Maxime Saada confirme leurs craintes. Le groupe UGC, dans lequel Canal investit, est un géant de l'audiovisuel français. Il représente 48 cinémas et plus de 500 salles en France, selon le groupe, dont le plus fréquenté du monde, l'UGC Ciné-Cité Les Halles, à Paris, qui enregistre plus de 3 millions d'entrées par an. Cette prise de contrôle par Canal vise aussi la société de production et de distribution d'UGC. De son côté, le groupe Canal est le premier financeur privé du cinéma français, avec quelques 220 millions d'euros investis par an. Si l'opération aboutit, Canal et sa société Studio Canal seraient présents en force à toutes les étapes de la vie d'un film, de son préfinancement à sa diffusion télé, en passant par son exploitation en salle. Et c'est justement ce qui alerte les signataires de la tribune. Tout phénomène de concentration du marché ne peut se faire qu'au détriment des œuvres de la diversité et d'une offre riche, menaçant in fine la capacité même des publics à les découvrir, s'inquiétait dès septembre l'association de cinéastes indépendants Acide, qui organise chaque année une section parallèle au festival à Cannes. Vincent Bolloré sera en position de contrôler la totalité de la chaîne de fabrication des films, de leur financement à leur diffusion sur petit et grand écran. Plus de 600 professionnels du cinéma dans une tribune publiée dans Libération. Rosalie Brun, déléguée générale de la Société des réalisateurs de films, qui regroupe 500 cinéastes, redoute elle aussi un rétrécissement d'une filière par ailleurs fragilisée par la baisse de la fréquentation des salles. Plus on a de concentration, moins bien on se porte, explique-t-elle à l'AFP. Au début de sa vie, un film doit trouver un distributeur qui lui accordera un préfinancement et, en bout de chaîne, assurera notamment sa promotion et sa sortie en France, voire à l'étranger. Le choix d'un distributeur influence souvent le niveau de financement que les chaînes de télévision accepteront de débloquer pour soutenir un film. Or, en rachetant entièrement UGC, Canal engloberait la société de distribution d'UGC, au risque de faire disparaître un acteur vers lequel des productions peuvent actuellement se tourner pour se financer. On perdrait un énorme guichet, déplorait en septembre une productrice indépendante auprès de l'AFP. Les signataires de la tribune, parmi lesquels figurent également les acteurs Jean-Pascal Zadi, Adèle Haenel, et Vimala Ponce, le producteur Rémi Bonhomme, ou les réalisateurs Raymond Depardon et Arthur Harari, estiment aussi que en laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Si l'influence de cette offensive idéologique sur le contenu des films a été pour le moment discrète, nous ne nous faisons pas d'illusions, ça ne durera pas, écrivent ces producteurs, exploitants de cinéma, cinéastes, techniciens et comédiens. Les signataires affirment que le milliardaire ne cache pas qu'il mène un projet civilisationnel, réactionnaire d'extrême droite, à travers ses chaînes de télé comme CNews et ses maisons d'édition. Interrogé mardi sur cette tribune, le réalisateur Pierre Salvadori, qui présentait la Vénus électrique en ouverture à Cannes, a dit comprendre cette émotion et cette inquiétude, tout en les nuançant. Canal a une obligation d'investir dans le cinéma. Cette obligation est encadrée, il y a des clauses de diversité, il y a des clauses de volume et une garantie d'indépendance, a déclaré le cinéaste en conférence de presse. Tant qu'il respecte ça, je suis à l'aise. Je ne ferai plus de films si on ne me laisse pas faire avec liberté, a-t-il prévenu. L'inquiétude sur la place grandissante de Vincent Bolloré dépasse le monde du cinéma. De nombreux syndicats,
Associations et personnalités dénoncent depuis plusieurs années la mainmise croissante de l'homme d'affaires sur l'industrie et les médias et l'idéologie réactionnaire qui y est défendue. En avril, des centaines de professionnels de l'édition ont protesté contre le limogeage d'Olivier Nora, le PDG de Grasset, une maison d'édition du groupe Hachette, dans l'orbite du milliardaire ultra-conservateur. La contestation s'est étendue jusqu'au milieu de la musique. Fin avril, Dominique a décidé de ne plus jouer dans les salles de concert appartenant à Vincent Bolloré, comme l'Olympia ou le Casino de Paris. Le chanteur affirme que le puissant patron met tout en œuvre pour que le Rassemblement national accède au pouvoir, de manière de plus en plus volontariste. Dans une rare prise de parole, à travers une tribune parue le 19 avril dans le journal du dimanche, titre de presse également dans son escarcelle, Vincent Bolloré a réagi aux attaques concernant son idéologie. Je suis chrétien-démocrate et les dirigeants de Hachette continueront à publier tous les auteurs qui le souhaitent, a-t-il assuré. Contacté par France Info, le groupe Canal n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le réseau de Salut UGC n'a, de son côté, pas répondu à nos sollicitations. Les représentants d'organisations professionnelles du monde du cinéma, interrogés par Le Monde avant la réponse de Maxime Saada, s'étaient montrés réservés. Les signataires crient avant d'avoir mal, estime Marie Masmonteil, présidente du bureau des longs métrages au syndicat des producteurs indépendants SPI. Le parallèle avec Grasset ne tient pas, assure Zoé Wittok, coprésidente de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films SRF. Chez Grasset, les auteurs n'ont qu'un interlocuteur. Dans le cinéma, Canal est un financier parmi d'autres, et cette diversité de guichets préserve la liberté de création, avance-t-elle. Nous resterons très attentifs, prévient toutefois le président de l'Union des producteurs de cinéma, Marc Missonnier. Le législateur aura peut-être à s'interroger sur ces questions-là, a pour sa part réagi mercredi sur France Inter le directeur général du Festival de Cannes. Thierry Frémaux estime notamment que la loi française est en retard par rapport aux règles américaines. Aux États-Unis, ça fait longtemps que ce n'est plus possible, les studios ne peuvent pas posséder des salles de cinéma, rappelle-t-il, en référence à une décision de la Cour suprême de 1948 visant à garantir la concurrence. Du côté des politiques, le sénateur communiste Jérémy Backi, membre de la commission culture, estime que le rachat d'UGC par Canal pourrait constituer une menace directe pour la liberté de création et le pluralisme culturel. Auprès de Public Sénat, l'élu appelle à sécuriser la gouvernance des grands groupes de financement afin d'éviter toute ingérence idéologique dans les œuvres. À droite, Jean-Raymond Hugonet, sénateur apparenté Les Républicains, demande à quel moment l'indépendance culturelle a été remise en cause par Vincent Bolloré. Il reconnaît toutefois la nécessité d'un encadrement pour éviter un capitalisme débridé. Sujet suivant. Ligue 1, Lille jouera la Ligue des Champions, l'OM en Ligue Europa, Nice barragiste et grand perdant de la soirée. Les enseignements de la 34e et dernière journée, France Info. Ligue 1, Lille jouera la Ligue des Champions, l'OM en Ligue Europa, Nice barragiste et grand perdant de la soirée. Les enseignements de la 34e et dernière journée. La saison 2025 à 2026 est conclue par une pluie de défaites pour les candidats à la C1, mais aussi par l'interruption définitive d'un match. Publié le 17-05-2026 23h, mis à jour le 17-05-2026 23h14. Temps de lecture 3 minutes. La joie d'Olivier Giroud et du LOSC, la déception de Dante avec Nice et la grogne des supporters nantais ont marqué la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai 2026. AFP. Une 34e et dernière journée très mouvementée a conclu la saison de Ligue 1, dimanche 17 mai. Les 3 clubs en course pour la 3e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, ont tous perdu. Lille, Lyon et Rennes. L'OM en a profité pour gratter la 5e place, qui lui assure une participation à la Ligue Europa. Le grand perdant de la soirée est Nice, qui est resté bloqué à la 16e place et se battra contre Saint-Étienne pour conserver sa place en L1. De son côté, le PSG n'a pas brillé dans le derby face au Paris FC, concédant une défaite face à son voisin 2-1 et a surtout vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure en première période, à 2 semaines de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Enfin, Esteban Le Paul, l'attaquant du Stade Rennais, a assuré son titre de meilleur buteur de la saison avec une 21e réalisation. Lille en C1, l'OL en barrage de C1, l'OM en C3 derrière le PSG et Lens. Un dernier billet direct pour la prochaine Ligue des Champions restait à distribuer. Lille, Lyon et Rennes avaient une chance de le saisir dimanche soir, mais les 3 équipes ont trébuché, ce qui a permis au LOSC de conserver sa 3e place malgré la défaite 2-0 à domicile face à Auxerre.
Le Stade Rennais a complètement raté sa soirée au Vélodrome, terminant la saison sur un revers face à son ex-coach Habib Beye 1-3. Mais l'OL a encore fait pire en encaissant un 4-0 à domicile contre une équipe de Lens, deuxième, qui n'avait plus rien à jouer. Il s'agit de la plus lourde défaite à domicile du club rhodanien en L1 depuis 1989. Comme Lille, l'OL conserve tout de même son classement avec une 4e place synonyme de barrage de C1. Mais la 5e position a été lâchée par Rennes à son bourreau du soir, l'EM qui arrache un ticket direct pour la C3. Les Rennais disputeront la C4, à moins que le RC Lens ne remporte la Coupe de France. Ce scénario les reverserait vers la Ligue Europa. Et ce serait Monaco, 7e du championnat après sa défaite spectaculaire 5-4 à Strasbourg, qui hériterait du billet pour la Ligue Conférence. Nice devra sauver sa place en barrage, terminer sa saison par une réception du dernier du championnat, déjà sûr d'être relégué en Ligue 2, est sur le papier un cadeau tombé du ciel. Surtout quand on joue soi-même son avenir dans l'élite du foot français. Pourtant l'OGC Nice n'en a pas profité. Le club azuréen est resté muet 0-0 et a dû se contenter du match nul. Un résultat insuffisant pour quitter la 16e place, synonyme d'un barrage aller-retour contre Saint-Étienne décalé au 26 et 29 mai car Nice joue la finale de Coupe de France le 22, qualifiée via les play-offs de Ligue 2. Dans le même temps, les deux autres équipes menacées de relégation ont pris les 3 points de la victoire. La Auxerre a créé l'exploit en faisant chuter Lille 1-0 et le Havre a dominé Lorient 2-0. Même une victoire n'aurait finalement pas suffi aux hommes de Claude Puel pour quitter la zone rouge. La soirée s'est terminée par la colère de certains supporters azuréens, venus envahir la pelouse au coup de sifflet final et montrant leur mécontentement en renversant les panneaux publicitaires entourant le terrain. On n'est pas encore en Ligue 2. On a encore une chance, a martelé Jean-Pierre River, le président niçois au micro de Ligue 1. En cas d'échec en barrage, Nice quitterait la première division après 24 saisons consécutives dans l'élite. Nantes-Toulouse définitivement interrompu après un envahissement de terrain à la 22e minute de jeu, alors que le score affichait 0-0, des dizaines de supporters de la Tribune Loire ont pénétré sur la pelouse munis de fumigènes, ce qui a provoqué le retour au vestiaire des joueurs des deux équipes. Une semaine après l'officialisation de la relégation du FC Nantes en Ligue 2, la saison des Canaries s'est terminée dans le chaos, à domicile. Vahid Halilhodžić, l'entraîneur nantais, a tenté de faire face aux supporters, alors qu'il avait lui-même été accueilli par une aide d'honneur avant le coup d'envoi de la rencontre. Après 30 minutes d'attente, la cellule de crise constituée en urgence a décidé que la rencontre ne devait pas reprendre pour raison de sécurité, a expliqué l'arbitre Stéphanie Frappard lors d'une conférence de presse express. La commission de la Ligue prendra une décision plus tard, probablement mercredi prochain, et pourrait prononcer plusieurs sanctions. Sujet suivant. Un homme qui a pillé mon adolescence, on vous résume les accusations de viol et de violence sexuelle visant Patrick Bruel, qui réaffirme son innocence, France Info. Déjà visé par 3 enquêtes en France et en Belgique, le chanteur Patrick Bruel est désormais accusé de viol par Flavie Flament. L'animatrice a annoncé, vendredi 15 mai sur Instagram, avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente. L'artiste de 67 ans, accusé par d'autres femmes de viol et d'agression sexuelle, évoque sur Instagram des rumeurs et affirme qu'il n'a jamais forcé une femme. Voici ce que l'on sait de ces accusations. Au moins 6 plaintes déposées contre lui. Au moins 6 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel ces dernières années. Le procureur de Saint-Malo-Ille-et-Vilaine a confirmé à France Info l'ouverture d'une enquête préliminaire à la suite d'une plainte pour viol déposée contre Patrick Bruel pour des faits commis en 2012, en marge du festival du film britannique de Dinard, dont l'artiste présidait le jury. Le chanteur n'a pas encore été entendu dans cette affaire. Par ailleurs, une plainte pour viol a été déposée par Ophélie Pfeiffer en 2021, pour des faits datant de 2015. Classée sans suite en 2022 par le parquet de Nanterre, elle a été transmise pour réexamen au parquet de Saint-Malo, a-t-elle annoncé en avril. Le procureur a assuré que son parquet ne s'est pas saisi de cette plainte. Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance, a témoigné la jeune femme dans Elle, mi-avril. Une autre plainte a également été enregistrée en mars par le parquet de Paris, comme le rapportait France Télévisions. Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, y dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle, en marge du Festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997, alors qu'elle était une jeune assistante de 26 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet,
qui a confié les investigations à la police judiciaire de Paris. Une enquête judiciaire a aussi été ouverte en Belgique en avril, après une plainte pour atteinte à l'intégrité sexuelle enregistrée fin mars à Bruxelles. Selon l'attachée de presse belge Karine Wieser, les faits remontent à 2010. Je voulais attendre d'avoir la force suffisante parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup de négatif que de porter plainte contre une star, je n'en tire rien de positif, a-t-elle expliqué à la RTBF. Mercredi, la Fondation des femmes a annoncé le dépôt de 2 autres plaintes avec constitution de partie civile, au parquet de Nanterre, pour agression sexuelle et pour tentative de viol. Ces 2 femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020, et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé l'association. Vendredi, Flavie Flament a annoncé à son tour avoir porté plainte contre le chanteur. « J'ai de nouveaux rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence », a-t-elle écrit sur Instagram. L'animatrice accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 1991, chez lui, alors qu'elle avait 16 ans, et se dit convaincue d'avoir été droguée. Elle avait déjà témoigné, sous un pseudonyme, auprès de Mediapart. Flavie Flament s'est dite révoltée en lisant ses récits parus en mars, expliquant avoir décelé des similitudes avec les faits dont elle accuse Patrick Bruel. Le parquet de Paris précise que la plainte de Flavie Flament ne lui a pas ou pas encore été transmise. Par ailleurs, la procureure de la République, Laure Becquot, a annoncé dimanche sur Public Sénat et RTL que l'ensemble des plaintes allaient, a priori, être regroupées au parquet de Nanterre. Ce parquet est compétent en raison du lieu de domicile du mis en cause, a-t-elle expliqué. Des dizaines d'accusations d'agression sexuelle. Les accusations d'agression sexuelle dépassent largement les 6. Plaintes déposées en France et en Belgique. En juillet 2019, une enquête préliminaire avait été ouverte après le témoignage d'une masseuse d'une trentaine d'années. Elle avait accusé le chanteur d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans un hôtel spa de Perpignan. Un mois plus tard, comme le relatait Le Parisien à l'époque, le parquet d'Ajaccio avait ouvert une autre enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel, après le signalement d'une esthéticienne, qui travaillait à l'hôtel Radisson de Porticcio, Corse du Sud. Ces 2 enquêtes préliminaires, qui avaient été regroupées au parquet de Nanterre, avaient finalement été classées sans suite, en décembre 2020. Au total, près de 30 femmes ont mis en cause le chanteur, notamment dans le cadre de 2 enquêtes publiées par Mediapart ces derniers mois. Ces femmes rapportent des faits de gravité bien différentes, mais décrivent tout un homme qui ne s'enquérait pas de leur consentement, écrit le média dans un article publié le 7 mai qui regroupe 15 témoignages. Les faits, survenus en marge de concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, se sont déroulés de 1991 à 2019. 7 d'entre elles, dont une mineure, dénoncent des relations sexuelles auxquelles elles n'auraient pas consenti, soulignait alors le média indépendant. Mediapart retranscrit ainsi le témoignage d'une femme appelée Maja, qui dit avoir croisé la route de Patrick Bruel en septembre 1992, à l'US Open, à New York, alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis. L'artiste, lui, avait 33 ans. Maja raconte que le chanteur se serait jeté sur elle à plusieurs reprises, tentant de l'embrasser et glissant sa main sur sa poitrine, au-dessus du soutien-gorge. D'autres femmes témoignent anonymement. Anastasia affirme avoir subi un viol en ayant le sentiment d'avoir été droguée en 2016. Il y a aussi Amandine, psychothérapeute, qui relate plusieurs faits de violence sexuelle au début des années 2000 et dénonce une situation d'emprise. Le chanteur affirme ne jamais avoir outrepassé un refus par la voix de ses avocats, le chanteur a réfuté toutes les accusations portées contre lui. Céline Lazec, l'une de ses conseils, a dénoncé samedi sur France Info des allégations qui seront traitées par la justice. Moi, ce qui m'importe, c'est la parole judiciaire qui est finalement la seule qui se prononce de façon étayée et éclairée. Là, on fait face à une sorte d'agrégat de différents témoignages, dont certains datent d'il y a 30 ans, 35 ans, a-t-elle estimé. Patrick Bruel évoque ainsi une relation épisodique tout à fait consentie avec Flavie Flament dans les années 1990, a affirmé son avocate vendredi sur France Inter. Il n'a jamais été question jusqu'à ce jour ni de violence sexuelle ni d'agression, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas eu. Céline Lazec, avocate de Patrick Bruel sur France Inter. Patrick Bruel avait déjà assuré à l'AFP, le 18 mars, par la voix de son avocat Christophe Ingrin, n'avoir jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il n'a jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel, selon son conseil. À l'époque, il avait également affirmé, dans une réponse publiée par Mediapart, que l'enquête du site d'investigation fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé.
Dimanche soir, Patrick Bruel a pris la parole avec un message publié sur Instagram, pour balayer des allégations et des rumeurs parfois absurdes et écœurantes. Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties, écrit-il sur le réseau social, en démentant notamment les accusations de viol portées contre lui par Flavie Flament. Cette histoire est fausse. Des appels à l'annulation d'une tournée du chanteur Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit, au théâtre Édouard VII à Paris. En parallèle, il doit revêtir son costume de chanteur pour une nouvelle tournée de 58 dates en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, du 16 juin jusqu'au mois de décembre. Une pétition, signée par des organisations et militantes féministes, dont les actrices Anna Mouglali, Corinne Maziro et Anouk Grimbert, demande de faire annuler la célébration d'un agresseur présumé et de soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole. Déjà, le 10 mai, des dizaines de personnes ont manifesté devant un hôtel de luxe appartenant à Patrick Bruel à l'Île-sur-la-Sorgue-Vaucluse. Il s'agit d'un avant-goût des mobilisations de la tournée à venir, a écrit sur Instagram le collectif Salon Féministe, à l'initiative du rassemblement. Pour l'instant, Patrick Bruel ne prévoit aucune annulation. J'espère que la justice sera sourde à ces manifestations qui ne sont que l'expression d'une conviction et qui ne sont la preuve de rien, a réagi Céline Lazec. Je ne vois pas ce qui empêcherait cette tournée d'avoir lieu. Monsieur Bruel est présumé innocent. Je continuerai de faire mon métier, avec le même dévouement et la même passion, assure Patrick Bruel dans son message sur Instagram. Sujet suivant. Une frappe de drone près d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis provoque un incendie sans faire de blessés, France Info. Une frappe de drone près d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis provoque un incendie sans faire de blessés. Le gouvernement émirati a dénoncé dimanche une escalade dangereuse, un acte d'agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays. Publié le 17-05-2026 18h18 mis à jour le 17-05-2026 18h32 temps de lecture. 1 minute la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis, le 13 février 2020. Centrale nucléaire d'E Baraka AFP. Un incendie s'est déclaré après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis, sans faire de blessés ni provoquer de hausse de la radioactivité, ont annoncé les autorités locales dimanche 17 mai. L'incident survient alors que des monarchies du Golfe accusent l'Iran d'avoir mené des frappes de drones sur leur territoire, malgré le cessez-le-feu annoncé le 8 avril et prolongé depuis. Les systèmes de défense anti-aérienne ont détecté 3 drones qui étaient entrés par la frontière occidentale, dont 2 ont été interceptés avec succès, tandis que l'autre a frappé un générateur électrique près du site, selon le ministère de la Défense émirati. Les Émirats arabes unis ont dénoncé cette frappe de drone, qui constitue une escalade dangereuse, un acte d'agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays, a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, affirmant que « aucune menace à la sécurité et à la souveraineté ne serait tolérée, qu'importent les circonstances ». L'Autorité fédérale de régulation nucléaire FANR a confirmé que l'incendie n'avait pas affecté la sûreté de la centrale ni la disponibilité de ses systèmes essentiels, et que toutes les unités fonctionnent normalement, a poursuivi cette source. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Raphaël Grossi, a exprimé sur X sa profonde préoccupation, jugeant inacceptable toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire. Sujet suivant. Hausse des prix des carburants, Sébastien Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juin, France Info. Hausse des prix des carburants, Sébastien Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juin. Le Premier ministre dévoilera le nouveau dispositif des aides carburants pour le mois de juin, conformément aux engagements qu'il avait pris, annonce Matignon. Publié le 17-05-2026 19h42 temps de lecture, 1 minute. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, à Matignon, à Paris, le 7 mai 2026. Lionel Bonaventure AFP face à la crise des carburants, l'heure des décisions gouvernementales est presque arrivée. Sébastien Lecornu tiendra jeudi 21 mai une conférence de presse consacrée à l'impact et aux conséquences de la guerre en Iran sur notre pays, a annoncé Matignon dans un message aux journalistes diffusé dans la soirée de dimanche. Il dressera un état des lieux de la situation et présentera les mesures prises par le gouvernement pour y répondre, font savoir les équipes du Premier ministre. Surtout, Sébastien Lecornu dévoilera à cette occasion le nouveau dispositif des aides carburants pour le mois de juin, conformément aux engagements qu'il avait pris.
Ce nouveau paquet s'inscrit dans la continuité de l'action menée depuis le début du conflit pour protéger les Français qui travaillent et les secteurs économiques les plus touchés des effets de la hausse des prix du pétrole et des produits dérivés.